ce sont les États-Unis qui l'emportent finalement en prolongation d'un but de Jack Hughes. Donc, les États-Unis qui sont passés d'avoir un miracle sur la glace à avoir leur propre but doré. Messieurs, avant qu'on se lance dans tout ce qu'on a vu, il y a un sportif que j'ai mentionné là, il y a quelques instants de cela, mais, man, quelle séquence malheureuse pour être Connor McDavid. Le gars qui a eu un début de carrière au plan individuel jusqu'à aujourd'hui phénoménal, comme on a vu très peu de fois dans la Ligue nationale de hockey, mais d'avoir ces séries éliminatoires en 2024, passer à pas grand-chose de la Coupe Stanley, revenir la saison suivante, devoir perdre les 2 fois contre les Panthers de la Floride et devoir s'incliner maintenant en finale pour une médaille d'or au retour des joueurs de la LNH aux Olympiques et encore contre Matthew Tkachuk, contre qui il a perdu 2 fois ses finales de la Coupe Stanley. Messieurs, honnêtement, c'est une décision que j'ai lancée avec un ami, mais je veux dire, difficile pour être des truthers de Connor McDavid et Josh Allen de ce monde. Oui, vraiment, tu sais, j'ai vu en plus quelqu'un qui va faire la comparaison entre les deux, puis nice. C'est vrai que ça ressemble un peu à ça, tu sais. Les deux sont... En fait, la différence, c'est que, tu sais, McDavid est comme le meilleur joueur au monde consensuel. À la Lune, il y a quand même Mahomes qui... C'est peut-être la seule différence dans le sens où on le sait que ces gars-là, c'est des super vedettes, mais à chaque année, on passe proche puis on n'y arrive pas. Tu sais, ce McDavid... Puis, tu sais, c'est dur d'approcher quoi que ce soit à McDavid dans le sens où il a été nommé MVP du tournoi parce que, si je ne m'abuse, c'est 13 points en 7 matchs pour lui. Il a été dominant du début à la fin. Là. On ne peut rien enlever à Connor McDavid. Puis même quand tu regardes les finales en 2024, en 2025, les séries en général, là, ce gars-là s'est levé, ce gars-là a amené son équipe jusque-là. Par contre, quand même, une petite tendance qu'on commence à avoir avec McDavid, quand tu regardes les matchs 6 et 7 d'où est-ce qu'il s'est rendu dans ces finales-là, et tu regardes la médaille d'or aux Jeux olympiques, c'est un gars qui, en 4 matchs, depuis la finale de 2024, dans ces matchs décisifs-là, aucun point. On parle de gars qui est excellent pour ramasser des points, qui ramasse extrêmement facilement, mais dans ces matchs décisifs-là, pour le moment, c'est pas un joueur qui fait la différence. Fait que j'enlèverais à McDavid, ce gars-là est extrêmement talentueux, puis on sait qu'une réputation, ça change rapidement. On va en parler avec un certain gardien dans pas longtemps, mais tu sais, ça reste quand même une petite tendance qu'on commence à voir, mais on peut rien enlever. Ça a été un tournoi tellement solide pour lui de manière générale, mais dans un match où est-ce que le Canada a tout fait sauf marquer, on a eu des chances en or de marquer à plusieurs reprises, on n'a pas été capable de les concrétiser. Ça prenait un gars qui allait être capable de mettre son pied à terre et de capitaliser sur ces chances-là. McDavid n'a pas été ce gars-là, comme McKinnon ne l'a pas été, comme Celebrity ne l'a pas été. Personne ne l'a été, mais McDavid, en tant que capitaine de l'équipe en l'absence de Sidney Crosby, avait le devoir d'être ce gars-là. C'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est le capitaine, c'est à lui que revient ce devoir-là, entre autres. Point de discussion à la fin de ce match-là, Pop, c'est à quel point les 3 joueurs de l'Avalanche du Colorado pour l'équipe canadienne étant Devon Toews, Cale Makar et Nathan MacKinnon vont faire des cauchemars. Écoute, je vais juste commencer par faire le petit préambule. Pour ceux qui savent et qui suivent la carrière de Connor McDavid, on parle de défaite crève-cœur si proche du but. Est-ce que vous vous rappelez comment la carrière junior de Connor McDavid s'est terminée? C'est loin dans ma tête. Une défaite en finale de la OHL Cup pour un billet pour la Coupe Memorial en 6 matchs. Ça avait fini de même aussi. Fait que ça donne pas dire, mais en tout cas, souhaitons qu'à un moment donné, ils réussissent à gagner quelque chose. Ceci étant dit, je crois que rarement dans ma vie, je vais autant souhaiter qu'une équipe se fasse upset en première ronde des séries que l'Avalanche du Colorado au mois d'avril. Ah ouais. C'est juste pour montrer à quel point. Puis, c'est injuste. Je comprends que c'est injuste de penser comme ça. C'est un sport collectif. C'est tout le monde du premier au 23e patinage. Je ne sais pas s'il était 22 ou 23. Là, je ne me souviens plus exactement. Mais si tu veux vraiment être précis, même si Cale Makar a marqué le seul but du Canada, c'est l'Avalanche du Colorado au grand complet qui fait perdre cette médaille d'or-là au Canada.
Parce que reprenons ça quand même. Kel McCarr et Devon Toews étaient sur sur le premier but des Américains. Kel McCarr, on peut parler aussi d'un risque sur le but en prolongation et également le but manqué de Nathan MacKinnon qui a frappé à l'extérieur du filet et encore une fois, Devon Toews qui se retrouvait devant le filet avec une chance phénoménale qui finalement a été stoppée. Puis je sais déjà ça va être quoi la réaction sur les médias sociaux, surtout dans le cas de Devon Toews qui va avoir des allégations encore plus difficiles de gars qui est juste là parce qu'il joue avec Kel McCarr au Colorado. T'sais, je comprends qu'il y a vraiment une utilité au niveau sur 200 pieds qui n'amène pas beaucoup d'offensive, mais son rôle est beaucoup associé avec le fait qu'il joue avec Kel McCarr 82 matchs par année au Colorado. Mais tu sais, Nathan MacKinnon, ça, c'est plate un peu, puis je pense que c'est peut-être le point à retenir de ce tournoi-là. J'ai tellement hâte de voir comment l'Avalanche va se comporter durant les 25-ish derniers matchs de la saison parce qu'il n'y a aucune chance que Nathan MacKinnon est à 100%. Non, Puis, non, vraiment. Il n'y a aucune chance. Je ne sais pas si vous avez revu la séquence, mais je comprends, OK? Il y a aussi un aspect que c'est un attaquant qui reprenait le rôle de défenseur, là, mais Zach Werenski l'a tassé comme une poche de patate avant de l'envoyer à Jack Hughes sur le but de la victoire. Moi, c'est surtout ça. Là. Nous, on va rentrer de qui est blessé, qui n'est pas à 100%, qui va être fatigué dans les 3 dernières semaines de la saison. Le Colorado va avoir sa part là-dedans. On parle des 3 qui sont avec le Canada. Tu avais Martin Necas avec la Tchéquie aussi. C'est là qu'on rentre là, dans cette saison-là. Puis le monde aimait chialer que Lane Hudson et Cole Caulfield n'étaient pas là. Premièrement, Bill Guérin a gagné son pari. Le maudit, il a réussi à gagner son pari pareil. Les gens, des amis qui disent qu'il aurait gagné à platine avec Caulfield. Mais écoute, je vais juste vous dire une chose, puis probablement c'est ça que je retiens le plus de ce tournoi-là. OK, les boys, en ronde de médaille, OK? Ça, à partir du match contre la Tchéquie, là, on oublie les matchs contre la France, puis whatever, OK? Le Canada a joué 183 minutes et 3 secondes en ronde de médaille, en incluant les prolongations contre la Tchéquie et les USA. Le Canada, sur ces 183 minutes-là, a eu les devants pendant 6 minutes, 6 secondes. Ouais. C'est 3% et des poussières de toute la ronde de médaille que le Canada a été en avant. On a couru après notre queue durant toute la ronde de médaille et malheureusement, on était à court de miracle. En fait, c'est inacceptable. C'est inacceptable que le Canada soit en arrière comme ils l'ont été dans cette ronde de médaille dans des matchs qu'ils auraient dû gagner. Le 6 minutes que tu parles, la majorité, c'est contre la Tchéquie parce que la Finlande, on a mené pendant 30 exactement. secondes. Littéralement 30 secondes. Aujourd'hui, on n'a jamais mené une seule seconde. Fait que là-dedans, c'est comme 5 minutes 30 à peu près contre la Tchéquie. 5,29 pour être plus précis. C'est ça. Dans les 2 derniers matchs, là, Finlande et États-Unis, les 2 matchs de médaille, quand tu battais pour avoir ton billet pour la finale puis pour la médaille d'or, tu as mené pendant 30 secondes. C'est ridicule. Là. Pour l'équipe qui était la grande favorite. Puis à juste titre, là, je pense que n'importe qui regarde ça. Là, les Canada ou les États-Unis, je pense que les 2 équipes étaient très justifiablement favorites de ce tournoi-là. Mais d'avoir mené aussi peu contre ces 3 équipes-là et d'avoir mené vraiment aussi peu que ça pendant les matchs contre la Finlande et les États-Unis, tu joues avec le feu, tu te forces à jouer du hockey de rattrapage tout le temps, puis c'est pas du tout une manière logique et efficace de gagner à long terme. Puis je reviens juste un petit point sur MacKinnon, tu parlais. On sait que MacKinnon a été malade pendant ce tournoi-là. On l'a vu à un moment donné, même vomir sur le banc. Il est quand même eu cette séquence-là. On l'a vu vomir sur le banc. Puis, il continue à jouer. Puis, mais au-delà de ça, je me demande à quel point il est malade, à quel point il est blessé. Parce que clairement, ce gars-là était l'ombre de lui-même. En prolongation, là,
ce gars-là était méconnaissable. Sérieux, il était un négatif. Tu peux vraiment dire que Nathan McKinnon était un négatif sur la glace. Là. En prolongation, Nathan McKinnon, même en troisième période, là, Nathan McKinnon était un négatif sur cette glace-là. Puis, évidemment, tu peux pas justifier de le clouer au banc et envoyer Seth Jarvis ou Nick Suzuki à sa place. Évidemment que tu peux pas justifier ça. Tu as McKinnon, puis surtout en l'absence de Crosby, tu as vraiment, vraiment besoin de te baser, de te fier sur McKinnon. Surtout quand c'est lui qui t'a donné la victoire contre la Finlande en demi-finale. Exact, c'est ça. Puis, tu sais, il y a quand même eu ce but-là, mais ça reste que à 5 contre 5 dans ce tournoi, parce que ce but-là est en avantage numérique. Nathan McKinnon, à 5 contre 5, a vraiment pas eu un grand tournoi. Puis, tu parlais de l'Avalanche, ça commençait déjà à glisser un petit peu avant la pause olympique. On commençait à perdre quelques matchs. Là, si McKinnon est blessé, c'est plus sérieusement blessé, peut-être aggraver quelque chose, le tournoi de Devon Taze devrait pas le mettre trop en confiance. Kyle McCarr, bon, ça a été une finale plus difficile, un tournoi pas si mauvais dans l'ensemble. Necas a un bon tournoi au moins. Là, ça va peut-être que lui au moins va arriver avec un peu plus de confiance. Mais non, moi, un peu comme toi, Pop, j'ai vraiment hâte de voir comment l'Avalanche va répondre d'ici la fin de l'année. Parce que, puis, là, je parle de McKinnon beaucoup, là, c'est pas le seul à blâmer quand même pour cette défaite-là. Là. Il y en a plusieurs. N'importe qui aurait pu mettre la rondelle dans le but. Là. Devon Taze aussi avait un filet complètement désert. Puis Celebrini a manqué des chances. Il y en a plein qui ont manqué des chances c'était sûr et certain. Connor Hellebuyck a été très, très bon, là, mais ça reste que le Canada a surtout manqué d'opportunisme. Disons qu'on l'a aidé un peu. On l'a aidé. C'est ça, il y a sérieux manque d'opportunisme. Puis, tu sais, le fait que les box soit aussi bon, faire en sorte que les gars, tu penses une petite demi-seconde de plus, puis là, tu perds ton temps de réaction. Puis, tu sais, c'est toutes des petites affaires comme ça. Mais ça reste que McKinnon, en tant que leader de cette équipe-là, avait quand même un certain poids à tirer sur ses épaules. Et non seulement il ne l'a pas fait, il a été un négatif sur cette glace aujourd'hui. Donc, tu mentionnais Connor Hellebuyck qui a été pas juste bon, pas juste excellent, il a été vraiment phénoménal dans cette victoire. Devon Taves, sans dire qu'il y avait 1 million d'options qui est donné, le réflexe bien vite quand la rondelle est devant toi, c'est arrange-toi pour que tu sac dedans. Et Connor Hellebuyck a eu le réflexe, effectivement, de mettre son bâton dans le chemin, mais a aussi arrêté au total 41 tirs de la formation canadienne. Quelqu'un qui... C'est drôle, hein, parce que c'est autant lui que Mitch Marner sont deux gars qui sont étiquetés, puis en même temps, il y a quand même une feuille de route qui existe pour pouvoir justifier ça, mais deux gars qui traînaient ce bagage et cette étiquette de joueurs qui ne se lèvent pas dans les grands moments, qui se sont levés dans les grands moments. Puis Connor Hellebuyck, le moment n'a jamais été plus gros pour lui que d'aller chercher cette médaille d'or, surtout en plus de la manière que ça s'est conclu aux 4 nations l'année dernière. Puis, sérieux, je voyais Connor Hellebuyck, puis j'étais comme, damn, c'est ça que les autres pays avaient l'air quand on avait Carey Price dans les nets. C'est ça, c'était ça la tu sais, je voyais vraiment des chaises de Carey Price dans la performance de Connor Hellebuyck. Mais dans le cas d'Hellebuyck, c'est vraiment nice parce qu'on parle quand même du gars qui a gagné le trophée Hart l'année passée. Là. Littéralement, le MVP de la dernière qui avait pas là, une saison où les gens sont prêts à débattre était meilleure que la saison MVP de Carey Price. Là. Oui, quasiment. Puis j'embarquerai à 100% dans ce débat-là. Et il faut dire une affaire aussi. Là, la saison des Jets, on la jette aux poubelles. Tu sais, je pense que les Jets, c'est terminé de ce côté-là. Puis, Connor Hellebuyck, il y avait juste une chose qu'il aurait pu faire pour sauver un peu sa saison puis dire « Hey, ça va pas cette année à ma job à temps plein, mais au moins j'ai ma médaille d'or olympique puis j'ai été le MVP de ce match-là. » Puis, il s'est levé comme il est capable de le faire. Connor Hellebuyck a encore prouvé, malgré le fait que Winnipeg, ça va pas bien, qu'il est encore un des 3 meilleurs gardiens dans toute la planète au grand complet. Tu sais, avec un Shesterkin, un Sorokin, peut-être un Vasilevski, peut-être qu'on peut argumenter là-dessus. Mais ça fait juste montrer que les insuccès des Jets, c'est pas à cause de lui. Ou du moins, principalement, c'est pas à cause de lui. C'est ce match... Oui, vas-y. Mais, puis je fais juste terminer là-dessus. Tu le mets... Connor Hellebuyck derrière une brigade défensive qui avait Quinn Hughes, Brock Faber, Zach Werenski, Charlie McAvoy, Jacob Slavin comme 5e défenseur. Get the fuck out of here. Comment qu'on pouvait gagner contre ça, là, honnêtement? Là?
cette défense-là était vraiment, vraiment solide. Puis écoute, tu parles de Lebock. Lebock, quand même, va avoir 33 ans dans quelques mois. Qui sait s'il va encore être le gardien numéro 1 des États-Unis aux prochains Jeux olympiques ou pas? Il y a quand même la Coupe du Monde dans 2 ans, mais est-ce qu'il va encore être le prochain gardien numéro 1 aux Olympiques de 2030 en assumant que les joueurs de la LNH vont être de retour? On va espérer. Mais est-ce que c'était sa dernière chance d'être le gardien partant de l'équipe américaine? C'est possible. Et pour un gars qui, depuis le début de sa carrière, a un pedigree individuel extrêmement solide. Là, on parlait de son trophée Hart. C'est quand même un triple récipiendaire du Vézina, 2 fois le trophée Jennings. Cette médaille d'or olympique-là vient probablement confirmer que ce gars-là va rentrer au temple de la renommée. Tu sais, c'est peut-être la seule chose qui manquait de succès individuel, puis le succès en équipe, je veux dire. Et il vient de prouver aujourd'hui qu'il est capable de gagner ces gros matchs-là, d'amener son équipe jusqu'au bout. Puis il ne l'a pas fait avec une petite victoire de 16 à parce que son équipe a défoncé l'autre bord puis on n'a rien donné. Non. Connor Hellebuyck a été le meilleur joueur sur cette glace-là aujourd'hui. Pour un gars qu'on a longtemps remarqué des diminutions de ses performances une fois arrivé en série, ce gars-là s'est levé aujourd'hui et a été une muraille littéralement. Et là, mine de rien, médaille d'or olympique, trophée Hart, 3 trophées Vizina, 2 trophées Jennings. Il va être difficile à écarter du temple de la renommée quand va venir son tour. Et je pense que ça confirme sa place pour de bon. En fait, je vais même dire, c'est maintenant quoi la place de Connor Hellebuyck parmi les meilleurs gardiens américains de toute l'histoire du hockey? Il est très bien. Parce que, à part peut-être Jonathan Quick, il n'y a plus grand monde à tasser, là. Non. Puis à l'inverse, Quick a ses 2 Coupes Stanley, mais bon, Hellebuyck a plus les Vizina, a le MVP et la médaille d'or. Donc, tout garde, ça s'équilibre, on va voir. Après ça, c'est sûr que les fanatiques de l'histoire vont nous parler là, de Van Beesbrook, puis Mike Richter, Ryan Miller, à la limite. Il ne faut quand même pas oublier Ryan Miller dans ce genre de classement-là aussi. Man, ce que Ryan Miller était un dog gardien dans le temps. Oh, mon Dieu, dans son temps. Dans le temps, avant que... Ben là, les sabres sont redevenus cool, mais dans le temps que les sabres étaient cool, dans l'ère post-Hachek, cette ère-là, vous donnez une petite idée, là. Mais, mon Dieu, ce qu'ils étaient cool. Donc, effectivement, les Bucks avec un sale tournoi, comme je mentionnais. Bon, Jack Hughes aussi, qui... Aussi, sans dire, avide proie de critiques, mais beaucoup sur son caractère, sa présence aussi dans les grands moments. Encore une fois, le moment n'a jamais été plus grand. Puis en plus, avec une dent qui va devoir être réparée, qui sait, peut-être une petite dent en or, qui sait, si c'est pas assez, si ça ne fonctionne pas assez avec le moment. Après, ça va être quelques dents quand même, je pense. C'était quoi, 3 4 dents, je pense? Attends, Mais écoute, honnêtement, là, je me souviens, j'écoutais la 3e période, puis je voyais Sam Bennett aller en échec avant, puis j'étais comme... Puis quand ils ont collé la punition, j'ai fait « Quoi? Ils collent la punition? » Parce que moi, je pensais au début qu'ils collaient une affaire comme genre assaut, genre, tu sais, parce que Sam Bennett, ça venait rapidement, il voulait aller remonter. Ouais. Moi, je pensais au début, c'était ça. T'en sors le vent. Puis c'est ça, puis là, on monte la reprise. C'est un high stick clair et précis, mais j'étais genre, bon, c'est un 2 minutes, finalement, il colle un 4. Je vois cette photo passer et je me dis, tabarnache, je comprends pourquoi il y a eu un 4 minutes là-dessus. C'était violent, là. Même au ralenti, c'était violent, là. Mais pour ceux qui nous regardent en version audio, là, c'est une photo de Jack Hughes avec une palette genre chip. Le côté supérieur gauche en sang avec le drapeau américain durant les célébrations. Pour vrai, si on avait une photo hockey de l'année, je pense qu'on vient de trouver le gagnant là, pour 2026. Ça sera utilisé pour de la ça sera utilisé pour de la propagande américaine dans les écoles. C'est quoi? J'approuve. J'approuverais. Ça sera la plus grosse propagande américaine que Rocky 4. Ça, je peux. Ouais. En fait, c'est leur moment Rocky 4. Pas mal. Le Rocky 4 au hockey, ce qui se passe aujourd'hui. Écoute, puis Jackie aussi, une petite affaire que je trouve vraiment cool. On a parlé de. Des fois, il y a des critiques sur le caractère du gars. Comme quoi, c'était un gars qui a peur d'aller jouer physique de ces gros moments-là. Jack Hughes a commencé ce tournoi-là, il faut le rappeler. Là. Petit rappel de l'histoire de Jack Hughes des derniers mois. Là.
Ce gars-là se fend la main dans un souper d'équipe, OK? Faut pas oublier, ça part de là. Ça fait 2 mois et demi de ça, là, dans un accident qui a été qualifié de freak par tous ceux qui l'ont vu, OK? Et là, fait de la réhabilitation, manque un bon bout, revient un petit peu avant les Olympiques. Pas exactement du grand jeu. T'es en train de se mettre la base de partisan à dos. Son équipe va même pas chercher son frère qui se fait échanger quand tout le monde pensait qu'il s'en venait avec les Devils. Son autre frère qui joue avec les Devils, lui aussi se fait ramasser par tout le monde. Arrive avec les États-Unis, sérieusement, la réputation aurait difficilement pu être pire. Et là, commence sur le 4e trio. Puis, tu sais, clairement, tu sens qu'il amène de quoi dans son jeu, ça va bien. Puis, tranquillement, pas vite, grimpe les échelons. Et là, se ramasse avec, pour un qui commence sur le 4e trio, là, avec 1 point par match dans ce tournoi-là. C'est incluant le but en or, probablement le but le plus important que les États-Unis ont marqué sur la scène internationale depuis 1980. On a longtemps parlé de Jack Hughes comme étant l'enfant premier, puis le sauveur du hockey américain avec Austin Matthews quelques années avant lui. Jack Hughes, quand il est arrivé, il y avait un énorme buzz autour de lui, le premier show total et tout. Jack Hughes, aujourd'hui, a été le sauveur du hockey américain. C'est ce qui est arrivé. C'est celui qu'on vantait il y a maintenant 7 ans. Ça fait déjà 7 ans que Jack Hughes est dans la ligue. Puis, on s'attendait à ce qu'il se lève éventuellement, que ce soit un gros morceau de ces équipes-là des États-Unis sur la scène internationale. Et quelques années plus tard, c'est exactement ce qui est arrivé. Pour un gars qui est arrivé dans ce tournoi-là avec une réputation épouvantable, ça allait vraiment, vraiment mal pour Jack Hughes quand il a pris l'avion vers Milan. Et là, il va revenir au New Jersey avec probablement le plus beau virage de réputation en 2 semaines que tu as vu dans le monde du hockey depuis un bon moment. Félix, dans tout ça, tu as énuméré toute la progression de Jack Hughes, tu as oublié un autre événement qui s'est passé dans le cas de Jack Hughes. Est-ce que vous vous souvenez vraiment comment les Olympiques ont commencé? Je vous rappelle que Tate McRae, qui est la blonde de Jack Hughes, qui apparaît dans un commercial pour les États-Unis. Alors que la fille sa vient de blonde, l'Alberta. officiellement? Oui. Ah, officiellement, bon. Fait que, officiellement, Tate McRae, on lâché on la revendique plus. C'est terminé. C'est terminé. Fait que, tu sais, Jack Hughes, ça allait tellement mal, il a fallu que sa blonde en rajoute une couche pour un cauchemar de relations patriotiques publiques. Ah, ça c'était pas bien. Que veux-tu, hein? Il y en a qui étaient prêts à aller à la guerre pour ça. Que veux-tu, hein? Écoute, j'ai pas d'opinion sur Tate McRae, honnêtement. Pour de vrai, parenthèse, là, c'était une de ces chansons qui passait toujours dans ma For You page sur TikTok. J'aurais pas pu dire un mot, je comprenais rien avec le style, mais bon, ça a son style, elle a son monde, elle a ses fans. Tant mieux, more power to you. Votre opinion, messieurs, sur le 3 contre 3, bon, avant d'éviter toute accusation de partisanerie et d'être mauvais perdant, quoi que ce soit, honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire, mis à part que c'est une discussion depuis le début à savoir, c'est-tu vraiment nécessaire le 3 contre 3 aux Olympiques? J'ai presque envie de dire une chance que ça ne s'est pas rendu en tir de barrage, mais maintenant que c'est fini et avec du recul, avec une victoire et une défaite canadienne en prolongation et bon, les autres matchs se sont donnés, notamment celui des États-Unis, tout ça. Votre opinion de la chose sur une scène telle que les Olympiques? Écoute, j'ai pas fait une recherche très exhaustive, OK? Mais le test visuel. J'ai pas fait beaucoup, mais tu sais, le test visuel en ce moment me dit que pas beaucoup de gars aux États-Unis sur Twitter qui se plaignent que ça s'est fini sur un 3 contre 3. Non. Je vais juste dire ça de même. C'est très unilatéral, les critiques. Mais écoute, mon opinion personnelle, c'est le monde qui critique le 3 contre 3, pour moi, c'est un peu too much. Je peux comprendre que c'est pas la meilleure formule en tant que telle, mais les joueurs viennent de jouer 55 matchs en je ne sais pas combien de jours, là, à un rythme de quasiment une game aux 2 jours, là, quasiment dans la Ligue nationale. Ceux-là qui se sont rendus jusqu'au bout, il n'y a pas eu de pause, là. Tu sais, Connor McDavid, là, c'est pas des vacances qui viennent de passer, là. Non. Eh, mon Dieu, non. Non. Mettons, là, on joue à 55, ça va en 3-4e prolongation. Tu sais, à la limite, fait que, tu sais, je comprends pourquoi qu'on fait ça,
Puis les gens ont un peu la mémoire courte parce qu'ils disent « Oh, 5 contre 5 au hockey, c'est du vrai hockey. C'est de même que les grands matchs doivent se terminer. » Est-ce que je peux juste vous rappeler que 2010, ce n'était pas du 5 contre 5? Non. C'était du bon vieux 4 contre 4. Ouais. Puis, faut garder un peu la mémoire longue, un peu. Là. Le bon entre-deux, mais... C'était pas du 5 contre 5. Et pourtant, ce but est célébré comme le plus grand but de l'histoire du hockey canadien. Exactement. Ouais, exactement. Mais je pense que c'est dans l'optique, en fait, où on veut, sans dire du vrai hockey, mais la dynamique, elle chiffre beaucoup quand même, là, du 3 contre 3 à passer du 4 contre 4. Mais bon, c'est un combat, Félix disait. Écoute, tu me demandes de choisir, évidemment que j'ai mis du 5 contre 5 que du 3 contre 3. Pour des matchs, c'est important. Le round préliminaire, même quart de finale, je m'en fous, le met des 3 contre 3 si tu veux, mais un match comme ça, c'est sûr que du 5 contre 5. Ça fait plus match important, c'est la façon que les séries fonctionnent dans la NH. Je comprends aussi le point de pop. Mais tu sais, puis l'autre affaire aussi, là, avant que ça chiale, ça n'a pas de bon sens. Comment ça, on a perdu à 3 contre 3, ça compte pas. Le 3 contre 3, là, moi, là, j'ai entendu un nombre incalculable de gens, et j'en ai fait partie, hein, j'en ai parlé moi aussi, ouais, mais à 3 contre 3, là, c'est tellement pas juste parce que le Canada a McDavid, McKinnon, Macker, sa glace, il va gagner littéralement tout le temps. Ben, tu sais quoi? 3 contre 3, c'est des affaires de même, des petites gimmicks qui arrivent. Puis, c'est pas parce que tu as les trois joueurs les plus talentueux de toute la ligue environ. Là, tu peux mettre certains autres gars là-dedans aussi, là, mais c'est pas parce que tu as peut-être les 3 joueurs les plus talentueux de la ligue que tu vas tout le temps gagner. Les règles étaient pareilles des deux bords à ma connaissance. Je pense pas qu'il y ait une équipe qui joue à 3 et l'autre équipe joue à 5. Fait que, c'est comme ça qu'on a accepté de fonctionner pour ce tournoi-là. Puis, Pop l'a bien dit, tu veux pas que les gars se brûlent, tu veux pas que les gars jouent un match de 5 périodes de prolongation. Les gars recommencent à jouer jeudi dans la LNH. Ça va aller très, très vite. Là. Ils vont prendre l'avion d'ici la fin de la journée ou peut-être demain matin. Je pense que j'ai vu les États-Unis, ça va être demain matin. Ils vont revenir au plus tard demain dans la journée. 2 jours d'entraînement, ça repart. Oui, les États-Unis, probablement, le Vincent Trocheck, on l'a vu dans la ligne dire ce soir, je me pète la face. Mais écoute, lui, ça sera pas des vacances, mais qu'il revienne avec les Rangers. Là, fait que, écoute, lui, ça va être de pacter ses valises parce qu'il va se faire échanger 2 semaines après. Mais bref, je m'égare, on parlera pas plus longtemps de Vincent Trocheck. Le 3 contre 3, c'est cool en saison. Pour les matchs par reportage, j'aime moins, mais dans les circonstances, je comprends. Puis c'était les mêmes règles pour tout le monde. Je veux rien. Et voilà. Moi, il y a 2 choses que je vais ajouter là-dessus. Premièrement, tu mets McDavid, McKinnon, Makar avec Martin Saint-Louis derrière le coach qui gère le 3 contre 3, à quel point ça serait OP. Moi, je fais juste dire que le Canadien est encore la meilleure équipe en 3 contre 3 de la Ligue nationale, mais ça, I digress. Mais c'est quand même Philippe Dano qui irait prendre la mise au jeu. Parce que c'est pas. C'est vrai. Oui, exact. Mais d'ailleurs, Bo Horvat qui avait eu une mise en jeu en zone offensive qui, après l'avoir gagné, avait été substitué. Mais bon, puis on a vu encore une fois comment un risque de la part de Cale Makar a essentiellement, du moins subséquemment, coulé cette conquête canadienne en une victoire américaine. Boys, si je peux rajouter une dernière affaire aussi. Très vite, très vite. La disparité de la pratique du 3 contre 3 entre les hommes et les femmes était tellement frappante cette semaine. Puis c'est même pas un commentaire négatif sur le hockey féminin. Okay. Je ne sais pas si vous avez vu la finale féminine, mais ça pratique pas autant le 3 contre 3 que chez les gars, et ça paraît. Et je dis, et c'est nécessairement pas une mauvaise chose. Écoute, je vais te faire confiance là-dessus. Je veux dire, je pense pas que ça va moins pratiquer que ça, là, mais écoute. Mais tu vois qu'ils ont moins d'expérience, par exemple. C'est peut-être, je dirais ça. Les hommes ont peut-être plus d'expérience. Je veux dire, dans le sens que chez les hommes dans la LNH, ça fait 10 ans aussi que le résultat. C'est très structuré. Tu voyais la finale féminine, là, c'était up and down. Là. Tu voyais qu'il y avait. Tu sais, on voyait les premières années du 3 contre 3 dans la Ligue nationale. Puis ça, honnêtement, ça me manque un peu. Ce sera tout. Dustin Buffin, qui n'était d'ailleurs pas grand fan de la chose. Messieurs, ça demande une question un peu rhétorique, là, parce qu'en soi, c'est pas une crise nationale, mais je vous demande quand même la question s'il y a manière à s'inquiéter pour le futur du hockey canadien, du développement au Canada. C'est compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué comme question parce que
c'est sûr que si tu regardes juste aujourd'hui, il y a moyen, comme l'a dit Nathan McKinnon, Nathan McKinnon a dit, je voulais juger qui a été la meilleure équipe. Puis tu peux très bien dire que le Canada était la meilleure équipe sur la glace aujourd'hui. Il y a vraiment moyen d'argumenter ça. Le problème, c'est quand tu commences à regarder de manière générale. Okay? Le Canada a perdu en finale aujourd'hui au niveau des hommes. Le Canada a perdu en finale jeudi contre les Américaines chez les femmes. Mondial junior, le Canada de la misère depuis des années à se rendre jusqu'à la médaille d'or. Ça commence tranquillement. Il y a une absence de plus en plus de résultats. Oui, il y a eu la confrontation des 4 nations l'an passé. C'est vrai, on a gagné ce tournoi-là qui était un drôle de tournoi. Là. L'intensité était là. La victoire est complètement légitime. Ça restait quand même un tournoi un peu bizarre. Est-ce qu'il y a manière à s'inquiéter? Je ne sais pas si c'est particulièrement qu'il faut s'inquiéter pour ça, que c'est que le reste du monde commence à rattraper. Puis tu sais, on a longtemps parlé de la Russie qui se développait, les États-Unis, clairement, ça se développe, puis la Finlande, la Suède vont toujours être là. Mais on a aussi vu d'autres petites puissances pousser pendant ce tournoi-là. La Slovaquie qui s'est rendue en match de la médaille de bronze. On a vu l'Allemagne connaître des bons moments dans ce tournoi-là aussi avec des Leon Draisaitl, Moritz Seider, Tim Stützle. Il y a du monde là. Je pense que de plus en plus, c'est pas tant que le Canada diminue, mais plus que tout le reste du monde commence à s'élever. Puis le Canada a de la misère à garder son emprise sur le reste du monde à ce niveau-là. Cela étant dit, quand tu regardes, est-ce qu'on a un problème avec le développement? C'est difficile de penser que tu en as un quand tu regardes ce que Macklin Celebrini 19 ans vient de faire dans ce tournoi-là. Quand tu sais que Matthew Schaefer aurait très bien pu être là à 18 ans, même pas une saison complète dans la NH, que Connor Bedard à 20 ans risque d'être un morceau important de ton équipe dans les prochaines années. En plus, Gavin McKenna et Landon Dupont qui cognent à la porte aussi. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Fait que tu regardes, il y en a encore quelques-uns, puis il n'y a pas moyen il n'y a pas le feu dans la cabane pour le moment, mais le point est que le Canada, contrairement à, disons, il y a peut-être 15-20 ans, n'est pas la seule grande pépinière de talent qu'on a. Il y en a de plus en plus partout dans le monde. Si la Russie revient aux Jeux olympiques un jour aussi, ça va être un autre pays à prendre extrêmement au sérieux qui va éventuellement aussi nuire aux chances de médaille du Canada. Puis, on le sait, c'est des 1 match, ça peut aller vite. On le voit dans la NFL, puis on l'a vu encore aux Olympiques, même si la logique a été plus respectée dans ces jeux-là. L'équipe, tu peux te faire avoir une game, puis ça finit là. Puis, des fois, il ne faut pas suranalyser non plus une défaite dans un match comme ça. Bon. Imaginons, demain matin, le Lightning en perd une contre les Blackhawks. Ça ne fait pas en sorte que les Blackhawks sont une meilleure équipe que le Lightning. Là. Ça veut juste en sorte que c'est un match. Des fois, tu n'en as pas une bonne dans le système. Des fois, tu te fais avoir parce que le goaler de l'autre bord n'est pas battable. Puis, c'est des petites affaires comme ça. Mais de manière générale, c'est vrai qu'il y a une petite tendance inquiétante au niveau des résultats. Mais de là à dire vraiment comme Matthew Tkachuk, que le hockey, c'est le sport des Américains, on n'est pas rendu complètement là. C'est rendu le sport d'un peu plus mondialisé maintenant. Je pense qu'on le voit un petit peu. Ben, en fait, le point de comparaison, je pense, le plus flagrant, c'est un peu avec le basketball qui, bon, les États-Unis qui, aux derniers Olympiques, ont pas... de mémoire, là, ça doit être la médaille la plus difficile qu'ils ont eue. Honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quand ça doit remonter, à part, je veux dire, 2004, quand ils ne l'ont pas eu, en fait. Mais au-delà de ça, avec les joueurs qu'ils avaient, ça a vraiment juste nécessité une performance surhumaine de Stephen Curry en finale et aussi une performance phénoménale d'équipe en demi-finale alors qu'ils étaient sur le point de se faire sortir par les Serbes. Mais c'est une mondialisation du sport de manière générale, du sport avec un S majuscule, on va dire ça comme ça, même si ça vous comprenez. Oui. Les sports se mondialisent, il y a plus de parité et de manière générale, c'est le fun à voir aussi. Là. C'est le fun à voir, mais sais-tu, moi, c'est quoi le point moi, que je voulais aborder par rapport justement à ce sujet-là? Vas-y donc. Regardez le roster des États-Unis à ces Olympiques, puis regardez le Canada. Ils sont jeunes. Je ne sais pas pour vous autres, mais le Canada était quand même relativement vieux, là. Ben, je veux dire, il y avait Macklin Celebrini, mais le gars le plus vieux du côté des Américains, c'est Brock Nelson. Et il faut dire que Brock Nelson a connu un excellent tournoi là, pour le rôle qu'il avait. Il a aussi connu la guerre civile en 1700 avec ses photos. Ah, mais ça, c'est une autre affaire. mais je fais juste vous dire que
ces Olympiques de 2026, ça va être un changement de garde là, pour le Canada. Là, il y a... Tu sais, les reptiles qui muent, là, qui font que la peau mue là, durant leur cycle, là, je pense qu'on est rendu à cette étape-là pour le programme canadien parce que... Es-tu en train de dire que le programme canadien, ce sont des reptiliens? Oh! Chapeau d'aluminium! Oh! Ça, maintenant que t'en parles, là, on pourrait faire non. Mais mon point étant que le Canada, là, je vous dis, Brock Nelson était le plus vieux joueur du côté des États-Unis. Il y avait 3 gars. En fait, il y avait 4 gars qui étaient plus vieux que Brock Nelson sur l'équipe canadienne. Crosby, Marchand, Drew Doughty. Je le compte pareil, là, mais c'est une statistique en tant que telle. Darcy Kemper, qui était là-dessus. Puis tu as quasiment Mark Stone là, qui rentre là-dedans. Tout ça pour dire que dans 4 ans, le portrait olympique canadien va être complètement différent. Drew Doughty, Colton Parayko, merci de votre service. On n'a plus besoin de vous autres. Travis Sanheim part avec eux autres. Sanheim. Pour vrai, Travis Sanheim, je ne l'ai pas détesté contre la Finlande. Je ne l'ai pas détesté contre la Finlande aussi. Mais écoute, mais tu sais, Sidney Crosby, malheureusement, il y a des très fortes chances à soit ses derniers Jeux olympiques. Brad Marchand, pauvre lui, Brad Marchand avait l'air de Brendan Gallagher avec le Canadien. Il y avait tout le vouloir du monde, mais rien fonctionnait. Puis déjà que Brad Marchand n'est pas tout jeune, je pense que lui non plus, il n'est pas à 100%. Non. Mon point, tu sais, Colton Parayko, ça ne sera plus là. Mark Stone, ça ne sera plus là. Jordan Binnington, c'est pas assuré que dans 4 ans, il va être encore là. Puis, dans 4 ans, tu vas avoir une injection de talent. Tu vas avoir un Matthew Schaefer, peut-être un Landon Dupont, peut-être un Gavin McKenna, peut-être, je ne sais pas, un gars comme Dylan Gunter, mettons. Tu sais? Mais en même temps, oublie pas qu'il y a 4 ans, on se disait ça de Alexis Lafrenière, des Owen Power, des. J'en ai oublié un autre. Bref, on en voyait d'autres arriver éventuellement qui ne sont jamais arrivés. Même probablement Connor Bedard qu'on se dit. Mais en même temps, les gars, puis on va essayer de finir très vite là-dessus. Là. Pop, je te laisse la parole d'un peu après, mais essentiellement. Puis ça c'est juste une observation en passant vite sur le sujet, mais même les 2 dernières formations canadiennes avec des joueurs de la Ligue nationale, c'était aussi des groupes avec des joueurs très aguerris, des Chris Kunitz, on avait des Dan Hamius, des Marc-Édouard Vlasic, Shea Weber, Duncan Keith, Carey Price, c'était tous des gens fin vingtaine, début trentaine, et après ça, la précédente, c'était avec des Scott Niedermayer, des Chris Pronger en fin de carrière, mais bref, Pop, dernier point là-dessus. C'est un bon point de Mio parce que, je pense que ça va être peut-être de regarder de Hockey Canada, de peut-être laisser un peu de vétérans pour un petit peu plus de jeunesse et de fringueurs sur la patinoire. Les États-Unis n'ont pas eu peur d'avoir envoyé un Matthew Boldy là, sur la glace aujourd'hui ou un Brock Faber. Là. Puis je pense qu'on est peut-être rendu là du côté du Canada. C'est comme un cycle qui se termine. Là, on va recommencer un autre. Il y a des bédards qui s'en viennent, etc. Puis on verra ce que dans 4 ans va nous réserver. Exactement. C'est un cycle olympique. C'est long, donc on aura certainement ben du temps pour en jaser. Donc, effectivement, boys, c'est ce qui met fin à cette discussion des Olympiques. On rejasera de tout ça, bien sûr, lorsque, l'actualité va nous le permettre aussi, hein, quand on va en jaser de toutes ces belles petites affaires-là.